On a parlé de passation ce matin, on ouvre une nouvelle séquence et moi-même je vais passer le micro pour l'animation de la séquence qui suit, qui est la seconde table ronde de notre journée, qui va être animée par Claire Roumet d'Energy Cities, que j'invite à me rejoindre sur scène. Et Claire, je vais te laisser le micro, le plaisir de présenter la table ronde et d'appeler les intervenants qui vont te rejoindre. Merci beaucoup pour cette passation de pouvoir, on va dire, et en tout cas de micro. Je vais effectivement d'abord me présenter. Donc, je suis la charmante et formidable animatrice de l'après-midi, puisqu'il en faut de toute façon, parce que sinon on n'a pas tout à fait le quota. Mais à part Non, ça c'était facile, mais c'était juste pour dire que heureusement qu'on passe après, parce que franchement, quand on a entendu ce qu'il y avait avant, on préfère largement être après la petite synthèse poétique des journées que vous avez pu participer. Donc, je vais effectivement appeler mes collègues sur cette table ronde pour pouvoir discuter un petit peu de ce que c'est qu'un voyage apprenant et avoir aussi les perspectives, savoir ce qu'on veut en faire, comment placer peut-être aussi Los Angeles comme pionnier de de cette nouvelle modalité. Donc, j'appelle pour cette table ronde Geoffroy Maton, qui va venir nous dire justement Geoffrey, pardon. Et Emmanuel Bertin, le directeur du CERD, Catherine Bertram, la directrice de la mission du bassin minier, et Laurent Fussien, directeur général des services de Maloney. Et on va commencer, donc peut-être je vais quand même vraiment me présenter, à part d'être l'animatrice de service. Je travaille pour Energy Cities, qui est un réseau de villes, donc je ne vais pas dire le mot de transition, puisque c'était celui qui a été déjà le plus en transformation, on va dire, les villes en transformation vers un modèle qui est vraiment économe en ressources. Donc c'est un peu difficile à traduire. On est basé à Bruxelles, c'est un réseau européen. On est basé à Bruxelles et à Besançon. Et du coup, maintenant, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, peut-être en demandant, Geoffroy, Geoffrey, je suis désolée, parce que j'ai... Geoffrey, justement, pourquoi est-ce que tu crois que c'est important que l'OS soit un petit peu justement pionnier dans une offre de voyage apprenant? Pionnier, ça a été beaucoup dit aussi, attention, hein, c'était dans le top classement. Non, simplement, en fait, il faut refaire un peu l'histoire de ce qu'on a pu vivre à l'os, c'est-à-dire que tous ces résultats, en fait, questionnent, donnent envie, et donc il y a un certain nombre de personnes, comme aujourd'hui d'ailleurs, qui, au départ, demandaient à être reçus par le maire. Donc Jean-François, je me souviens que tu faisais énormément de visites et c'est un peu comme ça que ça a démarré. Et puis, au gré des rencontres, des évolutions, les demandes augmentaient de manière significative. Et on a essayé de mettre en place un écosystème autour de Jean-François pour pouvoir recevoir, alors avec le cabinet, avec les techniciens, etc. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de tenir. Et que l'idée aussi, c'est que les techniciens, les élus fassent aussi le boulot du quotidien. Et l'essaimage, il a des limites dans le quotidien de ce qu'on pouvait vivre. Et donc, il y a eu un premier travail, et c'est pour ça que j'ai le CERD là sur ma gauche avec Emmanuel Bertin, mais de se dire mais comment on pourrait outiller une sorte de produit, hein, même si le terme est peut-être pas adapté, mais l'idée c'était de créer un service qui puisse être sollicité. Et donc c'est comme ça qu'a été initié en fait le DD Tour, donc le développement durable Tour à l'époque, c'est comme ça qu'on l'avait imaginé, dans un modèle économique qui permettait d'associer le CERD, l'Office du tourisme, et du coup de répondre concrètement à toutes les demandes qu'on pouvait avoir. Et donc l'idée dans l'essaimage, c'était pas de refuser, de dire on n'a plus le temps, on n'y arrive pas, ça coince. Et donc il y avait toute une organisation, ce qui permet aussi de remercier Marjorie Duchesne qui a quitté là il y a peu le CERD, qui a fait un énorme travail, qui était une cheville ouvrière, qui du coup captait toutes ces demandes-là. Et en gros, organiser en fonction de la demande une journée qui généralement démarrait par une petite heure d'un PowerPoint qui était présenté, un peu ce que Jean-François a fait ce matin. Donc on voit que c'est rodé depuis de nombreuses années, qui permettait d'outiller. Et derrière, l'idée, c'était de les emmener sur le terrain, un peu comme vous avez pu le faire pour certains qui étaient hier là autour des DD Tours. Donc on avait un produit, c'était intéressant et
ça décolle, hein, c'est plus de 500 visites par an, enfin c'est juste énorme le DD Tour et ça répond à plein de besoins. Sauf que aujourd'hui apparaît encore de nouvelles demandes et notamment puisque d'autres territoires voient aussi l'arrêt du charbon comme une nécessité et donc l'expérience de l'os prend encore plus de puissance et notamment à l'international et donc du coup il y a des nouvelles demandes qui apparaissent et qui sont encore peut-être encore plus compliquées à attraper puisque la demande elle est beaucoup plus large et du coup est venue notamment dans l'esprit de Jean-François l'idée d'essayer de trouver une architecture qui permette de répondre à cette demande qui est beaucoup plus spécifique. Donc on a des demandes de territoires du Maroc, enfin voilà, on a plein de territoires un peu partout à droite et à gauche. Et donc pour mettre en place cette dynamique-là, ben, il y a besoin de s'appuyer sur d'autres acteurs. Et donc l'idée c'est de voir comment sur le bassin minier, avec aujourd'hui les résultats qui sont tangibles, je rebondis sur la question que j'avais ce matin sur comment on relève le bassin minier, ben, ça peut aussi être un sujet, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de communes qui mettent en place des projets intéressants. Et du coup, comment dans cet écosystème-là, on peut en faire une sorte de destination, alors moi j'ose dire un peu destination touristique, mais au sens apprenant du terme, sur tous ces sujets-là et de les partager. Et donc du coup, pour ces territoires-là, ben, il y a besoin encore d'oser, il y a encore besoin de prendre une initiative différente du DD Tour pour répondre à ces demandes peut-être spécifiques de ces territoires qui sont des sortes de territoires pairs et de pouvoir discuter de pair à pair sur ces sujets-là et essayer de faire en sorte que le choc qu'on a pu subir, peut-être il puisse mieux l'amortir pour peut-être engager une résilience du coup plus forte et plus anticipée encore que ce qu'on a pu faire. Donc effectivement, merci. Ça, c'est vraiment la façon dont est née l'idée de professionnaliser, on va dire, justement, les visites, puisque vous aviez trop de demandes. Et pour ça, ce que je comprends, c'est que le CERD a été mandaté pour un petit peu structurer les choses, parce qu'il faut différents types de compétences pour pouvoir bien répondre, justement, et qualifier les demandes. Peut-être je vais passer, du coup, la parole à Emmanuel Bertin, qui est le directeur du Centre de ressources du développement durable. Et qui est donc installé, que vous avez tous vu sans doute hier. À quoi ça ressemble, enfin à quoi ça peut servir un voyage apprenant et comment vous l'avez qualifié justement? Moi j'aime bien le terme de voyage qui est très, je trouve, en résonance avec ce qu'on est en train de vivre dans le fond sur les transitions de façon globale. Et dans les groupes dans lesquels nous sommes, dans les communautés de travail, même si d'un point de vue géographique on se déplace pas plus que ça. Chaque fois c'est un voyage finalement. Avec les rencontres, voilà, les aventures qu'on a ensemble. Et je le lis beaucoup au terme de transformation. Voilà, on dit souvent que les voyages forment la jeunesse, voilà, c'est un peu cette idée-là. Et donc d'imaginer que voilà, ces voyages nous permettent d'apprendre, mais surtout de se transformer en fait. Et pour se transformer, ça doit être pensé en fait. La manière d'accueillir, de concevoir ces moments-là ça doit être ciselé en fait, pour que justement les moments soient prévus pour que les transformations se fassent. Et ça démarre en amont, ça se poursuit dans un bus par exemple, et vous vous souvenez quand on était plus jeune, quand on prenait le bus en voyage scolaire, dans le fond il se passait plein de choses, plein de choses étaient permises, et puis voilà, il y avait des récits qui émergeaient. Et donc là c'est pareil, dans le fond on met des élus dans un bus, et c'est là où on fait un pas de côté, et on peut profiter de ce moment-là. Voilà, donc il y a plein de choses derrière pour penser voilà, ces voyages apprenants. Il y a un autre mot-clé que j'aime bien, en fait, c'est le terme d'inspiration, parce que l'idée du voyage apprenant, c'est pas de répliquer, c'est vraiment de chercher à s'inspirer, d'aller attraper des argumentaires, de se laisser toucher par l'émotion, on l'a dit juste avant, nos intervenants nous l'ont dit, l'émotion c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous motive. Voilà, c'est la même racine latine, movere, qui est commune à ces trois mots-là. Et donc, voilà, d'avoir ces moments-là qui permettent ça. Et donc ça se prépare aussi. Voilà, ça peut s'improviser, ça peut émerger comme ça, mais ça se prépare quand même pour, du coup, la mise en mouvement derrière.
Oui, ben ça c'est effectivement, souvent il se passe des choses assez incroyables. Nous, il nous est arrivé de faire des voyages apprenants à Amsterdam par exemple, et que d'un seul coup, deux personnes de deux services différents mais de la même ville se rencontraient et finalement allaient pouvoir, quand elles reviendraient, je ne dirais pas parce que c'est une ville française, donc je ne dirais pas laquelle, reviendraient et travailleraient ensemble et pourraient vraiment développer des projets sur le territoire alors qu'ils ont eu besoin d'aller jusqu'à Amsterdam pour se rencontrer. Et je vais passer peut-être du coup maintenant directement à une expérience de savoir qu'est-ce que ça a pu provoquer de venir à Los Angeles dans un autre territoire, un territoire qui est assez similaire, enfin assez similaire en termes de taille, mais justement pas du tout similaire pour tout le reste, c'est-à-dire que vous n'avez pas de terril à Maloney. Donc, comment avez-vous vu, enfin, à quoi ça peut servir le voyage apprenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que Maloney va devenir justement aussi une autre destination de notre prochain guide touristique? Alors on l'est déjà un petit peu, mais beaucoup moins. 500 par an, 500. C'est juste impossible de soutenir telle capacité d'accueil touristique. Ouais, non. Juste peut-être rappeler comment on s'est rencontrés, parce que ça n'a pas été des détours, la première modalité de cette rencontre. D'abord, on a été presque audité, visité par Jean-François Caron. Donc là, c'est un premier choc. Avec, dans le cadre d'une étude que portait l'ADEME avec Quadrant Conseil et l'UNEDEL, qui était chargée de regarder comment ça matchait dans les autres territoires, ce code source lossois. C'était en 2017. Tu es venu 3 jours. Ça nous a plutôt secoué. Mais ça, on nous avait prévenu. Julien nous l'avait dit. Pour le coup, comme on a bon caractère, on est venu une quarantaine, un an plus tard, visiter Los, monter sur le Terril. Donc là, il y a un point de vue qui déplace. Et puis finalement, vous êtes venu un an après à Maloney en délégation. Et là, c'est plus un des détours, c'est un jumelage. Dans ma région, on dit c'est qu'on serait des frangines. C'est-à-dire des villes sœurs. On parle de villes pères, mais finalement des villes sœurs. C'est-à-dire qu'on se reconnaît. Et ça, le premier effet pour nous, c'est ça. On a engagé une démarche depuis 2006, pas depuis la fin des années 90, et on voit l'étoile briller dans le Schnorr. C'est Los Angeles qui vient nous rendre visite. Donc déjà, pour nous, il y a un premier effet de reconnaissance de ce que nous essayons de porter sur notre petit territoire qui a aussi une dette écologique, puisqu'on est dans une zone périurbaine, de ville à la campagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pire comme situation sur le plan de l'empreinte. Vous nous aidez à monter en systémie. Vous avez parlé beaucoup d'approches systémiques, mais c'est quoi la systémie? Et en l'occurrence, c'est sur ces différents sujets-là qu'on a progressé. On avait cassé la tirelire au niveau du ministère de l'écologie en étant TEPCV avec plein d'argent. Mais là, un deuxième effet d'accélération, on se retrouve à vos côtés pour monter en systémie, pour accélérer, pour agrandir le spectre, pour commencer à essaimer et devenir, nous aussi, une terre d'accueil. Ce qui nous permet, par le miroir que l'on se tend et que l'on tend aux autres, de continuer à progresser, de mettre ces questions d'implication habitante, de changement dans la manière d'être. Je me rappelle du premier échange qu'on a eu, on a parlé là aussi, je pense que les mêmes inspirations produisent les mêmes effets. On a parlé de stratégie aéronautique mondiale, de désir, de sidération. Et oui, on s'est retrouvés sur l'essentiel. Et on n'a pas cessé de cheminer à vos côtés parce que il y a des leaderships coopératifs, mais il y a quand même des leaders. Et vous avez été leader pour un grand nombre de villes pères ou de villes sœurs, peu
peu importe. Et nous, on continue. La preuve, je suis là avec un grand plaisir. On continue à vous regarder, non plus de loin, mais de près, et à cheminer à vos côtés. Il y a plein d'effets utiles de ces voyages apprenants, au-delà de l'occasion de s'évaluer, d'avoir des retours réflexifs. Moi, je trouve intéressant de montrer que on parle beaucoup de désir, de désirabilité, mais ce que des détours, le voyage apprenant offre, c'est la possibilité d'une alternative et qui rend le désir bien plus puissant de mon point de vue. On sort des logiques de cercle vicieux avec le couple sidération-impuissance à un cercle vertueux avec le couple puissance d'agir et désir. Et ça, sans la rencontre avec Jean-François Caron et son équipe et son écosystème, et les rencontres derrière, puisque nos écosystèmes se rencontrent, discutent en permanence, finalement. Tout ça, c'est très riche, et ça fait de Malonnais le Los Angeles normand, où parfois, pour taquiner Jean-François, Los Angeles est présenté comme le Malonnais des Hauts-de-France, ville sœur, ville frangine. En tout cas, ça produit des effets qui font pour nous ressources. Voilà. Et à part le fait de s'être découvert une famille, parce que ça fait toujours plaisir, on se dit qu'on n'est pas tout seul, mais qu'est-ce que ça a vraiment révélé? Est-ce que tu as un exemple en tête où tu te dis « Ah, ça, je ne l'avais pas vu, et avec ce voyage, justement, ça me révèle quelque chose ». Les questions de mise en récit, d'implication habitante, le nouveau modèle économique, le management de la transition, la conduite du changement, les principes directeurs de la conduite du changement, les invariants, enfin le vocabulaire, je n'ai pas beaucoup entendu parler de principes directeurs et d'invariants, n'empêche que tout ça, ça nous a aidé à construire, à solidifier, à consolider un certain nombre des acquis que nous avions tirés, nous, de notre propre trajectoire, et puis donc ça l'a renforcé. Concrètement, on est moins descendant, on fait toujours autant de com, mais on ne fait pas que de la com. On évalue la valeur de ce que l'on produit, qui n'est pas une valeur restreinte à la question financière, même si on sait aussi compter, et qu'il est important aussi de montrer le coût de l'inaction. Ça, c'était aussi notre contribution. Et puis, on fait ensemble et avec le plaisir, parce que finalement, même si tout ça fait flipper, ça nous aide, l'action nous aide très clairement à continuer à tenir debout. Donc, c'est pas très concret finalement de dire tenir debout, mais on a énormément appris, ça a été une école, et puis on continue à partager avec les autres, parce que heureusement, on est évidemment toujours autant sollicité, les détours, les témoignages, etc. On ne sait plus dire que oui, mais il y a de plus en plus de Los Angeles, de Malonnais et d'autres territoires comme le Mené et j'en passe, qui aujourd'hui inspirent et nous et fait que il y a encore un truc à faire, et si on le fait ensemble, voilà. Mais les sujets on en est encore qu'au tout début, quoi. Donc s'il y a un des détours à faire, c'est peut-être quelque chose à inventer qui donne un peu plus d'effet sur la durée, parce que le voyage c'est une chose, mais c'est une question de nature et de durée. Sur une demi-journée, vous ne transformez que le regard. Sur une journée, vous vous transformez. Manu l'a dit tout à l'heure. Sur 2 à 3 jours, vous commencez à devenir un acteur du changement. Quand vous vous mettez au travail, quand vous comparez vos trajectoires. Et quand vous êtes au-delà de 10 jours, que vous passez du temps ensemble, que vous traînez ensemble, que vous arrivez à créer du lien humain, vous devenez des acteurs du changement systémique. Et donc peut-être que la prochaine étape, c'est de trouver des modalités. Ça demande beaucoup de temps, mais c'est un sacré investissement derrière, parce qu'on fait école finalement, et on fait équipe. Alors effectivement, là, on voit qu'il y a eu quand même une grosse transformation, ne serait-ce que bien au-delà du regard. Alors du coup, qu'est-ce que ça peut vouloir dire justement pour que Los Angeles elle se mette en position de proposer quelque chose, y compris à l'international? Moi, je ne suis pas allée, ça fait pas très longtemps, j'étais à La Louvière. C'est la même veine, je pense, de charbon qui passe en dessous la frontière. Mais La Louvière n'a jamais entendu parler. La Louvière, c'est une petite ville en Belgique.
enfin pas très petite, mais quand même ouais, à côté de Mons. Et enfin, donc, ils n'ont jamais entendu parler de Losanguel. Ils sont aussi patrimoine mondial de l'UNESCO pour les différents sites miniers qu'il y a dans la région. Comment est-ce que vous allez pouvoir positionner justement l'offre de voyage apprenant au-delà de la frontière et surtout enfin, pour la région aussi de toute façon? Bon, du coup, j'apprends que la Louvière n'a pas la télé, la radio. Du coup, c'est difficile quand même de nous rater, de rater Jean-François sur les dernières années, parce que malheureusement, les reportages se sont démultipliés vu les difficultés. Donc, bon, là, il y a peut-être un problème d'énergie, d'électricité. Bon, on va regarder ça. Non, du coup, plus sérieusement, le positionnement ces voyages apprenants, je le disais tout à l'heure, c'était des demandes de villes sœurs, du coup, de territoires frères, qui ont les mêmes besoins que nous et sur lesquels on peut être utile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble très important, c'est que là, on le dit, on sort un petit peu, aujourd'hui, on se montre, on est en première ligne, etc. Mais la réalité du bassin minier, c'est pas ça. C'est généralement, on se cache, on fait plein de choses bien, mais on est plutôt vraiment dans une humilité qui est poussée parfois à son paroxysme. Et donc on se cache, etc. L'idée des voyages apprenants, c'est de dire, merde, y a plein de trucs, pas qu'à l'os, etc. On va s'assumer, quoi. On va le dire. Et donc, du coup, il y a une demande de territoire frère, il y a une demande peut-être de montrer les résultats. Et puis, le déclencheur aussi, c'est une rencontre avec le conseiller diplomatique de l'État français, du préfet de région, qui dit il y a plein de territoires qui organisent ces visites-là, en Angleterre, en Allemagne, etc., et qui n'ont peut-être pas la moitié des éléments que vous pourriez avoir. Et donc, du coup, il y a aussi une responsabilité de se dire, mais est-ce qu'on passe pas aussi à côté de quelque chose, les uns et les autres? Et on le voit là simplement sur ce qui a été produit sur les détours, qui était une réponse à une demande aussi plutôt d'aller rechercher des résultats concrets, une trajectoire, etc. Là, on est sur un autre type de demande. Comment on construit ce produit-là qui va répondre du coup à une demande de l'État français et donc qui va faire briller au-delà du bassin minier, c'est notre territoire national, et qui va amener des réponses concrètes, ou en tout cas qui va inspirer ou qui va aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire sur les détours. Donc c'est ça en fait la volonté, c'est là où on doit mettre notre énergie. C'est là où il faut effectivement retrouver un écosystème d'acteurs pour pouvoir piloter ce projet-là, parce que ça a été dit par Laurent, ça va nécessiter de l'énergie, de l'ingénierie, une pensée. Et il se trouve en plus que sur notre territoire, vraiment coup de bol, on a des gens super. On a le CERD, on a la mission bassin minier, on a plein d'acteurs qui sont capables de venir avec nous aider. Donc du coup, l'idée c'est de se dire, allez, quand est-ce qu'on y va, comment on s'y prend, voilà. Donc c'est ça un petit peu en termes de... Donc du coup, il y a l'intention et puis il y a aussi le fait d'avoir des éléments qui sont juste là, ramassés, à connecter et à faire converger pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. Merci. Alors justement, Catherine, peut-être que ça, c'est une partie de la mission du bassin minier. Peut-être vous pouvez présenter un petit peu justement ce que c'est que cette mission et si ce qui vient d'être décrit rentre dans vos prérogatives. Oui, alors, bonjour à tous. Oui, la mission bassin minier fait partie, comme le CERD et d'autres aînés, comme CPIE Chaîne des Terris, que je salue. Mais on va dire des vieux outils maintenant, plus de 20 ans d'aménagement du territoire. Et on était né en fait 5 ans après la fermeture du dernier puits de mine, donc en 2000. Et en fait, nous sommes nés vraiment déjà assez tardivement dans la très 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 longue page de la reconversion, c'est plus de 50 ans. Alors on l'appelle transition, c'est plus chic, tout ça, mais bon, c'est déjà comme la reconversion aussi. Et donc nous avons en fait appuyé toutes les politiques publiques et leur coordination surtout sur ces 20 dernières années, donc passer de l'après-mine donc à vraiment de nouvelles logiques de développement, d'aménagement, de changement de regard sur le paysage, mais surtout sur soi-même. Ça, je crois que c'est le plus grand défi. Et donc dans cette machine fabrique un peu, on est aussi des fabriques un peu, avant l'heure, on a évidemment cru, et avec cette foi laïque du missionnaire, que finalement ce qui était nous, c'est-à-dire l'héritage, recelait finalement la façon, nos recettes entre guillemets, il y en a pas, mais notre façon de nous remettre debout. Et finalement
à la fois de rendre hommage au passé minier, aux hommes et aux femmes qui ont fait ce territoire pendant près de 3 siècles. C'était aussi finalement en tirer le substrat de ce qui allait être le moteur de développement. Donc, et Jean-François Caron est bien placé puisqu'il a été le compagnon de route et un des guides de cette mission. Hein, une structure d'une quinzaine de personnes, surtout des aménageurs, architectes, urbanistes. Et en 2012, donc au bout de 10 ans, d'avoir cru que le patrimoine et l'héritage pouvaient receler ces leviers de développement, ont été consacrés par l'inscription sur la liste du patrimoine mondial du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Hein. Alors, je voulais juste dire un truc, c'est que dans la fraternité ou dans la culture des liens, il y a des ruptures. Et dans le voyage apprenant, c'est bien un problème, parce que je vous informe que Bois-du-Luc, qui est à la Louvière, justement, eh bien, nous avons fait un itinéraire de la culture industrielle dans un interreg en 2011. Donc c'était il y a longtemps, mais bien sûr, ils sont venus à Lausanne-Gouvel, ils sont venus Bois-du-Luc, de la Louvière, ils sont venus dans le bassin. Nous avons fait cet itinéraire de la culture industrielle avec Blénimine, Bois-du-Casier, le Pas de Framerie. Donc bien avant même avant d'être inscrit. Donc oui, il y a quand même, mais ça veut dire qu'il y a rupture. Et ça veut dire qu'il faut cultiver des liens. C'est un peu le problème que je sens dans ce qu'on dit, enfin ce que nous on aborde un peu, même si on a des détours comme entre guillemets des très bons exemples. J'ai l'impression qu'on a beaucoup accueilli à la demande, comme l'allaitement à la demande, des délégations qui sonnent, qui disent on peut venir vous voir. Oui. Alors on commence à se professionnaliser, on dit qu'est-ce qu'ils veulent, ils sont qui, il reste combien de temps, qui on leur fait voir, et là on appelle les copains. C'est-à-dire les copains, c'est-à-dire ceux auxquels on croit qu'ils vont être là. Donc CPI Chaîne des Terry, le CERD, ça dépend des demandes, Centre historique minier de Leward, un peu cette constellation d'acteurs complices. Ils ont plein de choses à faire et on leur dit on vient chez toi le 26 avril de 14h à 16h, tu nous fais un topo, tu nous fais visiter, je sais pas, la plateforme de Dourges. Eh ben oui, ils sont là. Donc, mais c'est vraiment passer de cette notion d'accueil qu'on fait, et je crois que la coopération elle fait partie de nous, même du jumelage, enfin d'accueil, mais passer à un autre stade, c'est-à-dire de se dire tiens, on a des choses à montrer et on doit construire ou co-construire, le mot est moche, mais un peu, pas un produit, mais quelque chose qui finalement est rond, d'un envie, où on coche quelques cases d'intérêt sur ce qu'ils veulent, et on peut non pas le modéliser au sens de l'usiner, mais en tout cas de dire tiens, ça correspond à des attentes en matière de transition. J'en prendrai un exemple, notamment tout ce qui est en fait la rénovation des cités minières, du logement minier. Ça c'est vraiment une approche qui intéresse dans toute l'Europe et au-delà. Donc ça c'est vraiment entre guillemets, même si on n'est pas des souris, j'aime pas le mot laboratoire, mais on a des choses à vraiment montrer. Notamment moi, le réseau des cités jardins que Genk a promu et développé. J'ai mobilisé de mon côté des maires du bassin minier en disant bon sang, le prochain voyage d'études c'est chez nous, parce qu'en fait les Anglais, les Allemands qui sont très très bien documentés, ils se sont très 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 bien vendus sur la planète, peut-être des voyages apprenants comme Monsieur Jourdain, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas de ça. Et ils sont, et en fait, quand on leur raconte ce qu'on a chez nous, ils ouvrent des yeux en disant mais on va venir chez vous. Donc ça il va falloir être prêt. Donc il y a vraiment un exemple très fort, c'est ça, c'est des choses qui. Et dernière chose aussi, c'est que finalement quelque chose d'un peu iconoclaste, de dire que le patrimoine, la façon dont nous on l'a traité, et finalement est au cœur de la transition. Et là, je peux vous assurer, le voyage apprenant, c'est pas en Chine ou ailleurs, c'est ici, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est convaincu. Parce qu'on est en tube, photovoltaïque, les batteries, blabla. Mais on ne pense pas forcément à dire tiens, que ce patrimoine peut recéler finalement cet intérêt. Donc le voyage apprenant, il est aussi un miroir à nous tous, enfin nos partenaires, pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble pour mieux ciseler quelque chose. Et ce discours, cette conviction même, elle n'est pas encore acquise. Donc j'ai envie de dire, c'est un beau miroir à une excellence et aussi un meilleur partenariat pour mieux se connaître et de dire qu'on fait un peu groupe pour finalement progresser, parce que le voyage apprenant, c'est bien sûr, c'est montrer, c'est offrir, c'est apprendre de l'autre, c'est aussi localement dire on peut faire mieux. Je pense que c'est vraiment ça que je sens derrière tout ça.
Merci, parce que je pense que là, vous avez vraiment déjà donné tous les éléments sur lesquels, Emmanuel, tu vas peut-être rebondir, qui font corps et qui permettent justement de bien construire un voyage apprenant, c'est-à-dire d'une part qu'il soit dans le temps, parce qu'effectivement, sinon, à Bois-le-Duc ou Bois-du-Casier, il n'y a plus personne qui sait qu'il s'est passé quelque chose, voilà, justement 10 ans, alors que ça ne fait pas si longtemps, et qu'il y a des choses qui ont été construites en commun. Ça permet aussi, enfin, un voyage apprenant, c'est quelque chose qui va au-delà du marketing, parce que je suis bien sûre qu'effectivement, à Genk, ils sont très, très bons en marketing. D'ailleurs, ils ont renommé leur ville Énergiville, et ils sont super présents à Bruxelles en termes dans tous les cénacles des politiques européennes. Donc Genk, je pense que c'est aussi la même veine, mais c'est au-dessus de Liège, en Flandre, en Belgique. Et l'autre élément très important aussi, c'est effectivement de prendre le temps et de revenir, et de n'être pas dans quelque chose qui est seulement de la visite, mais vraiment prendre le temps d'aller au-delà d'un pilote, justement, vraiment quelque chose de plus sur une démarche entière. Et du coup, Emmanuel, maintenant vous êtes déjà en préfiguration d'une offre plus concrète ou de plus structurée, on va dire. Et je crois que tu as quelques slides que tu voulais éventuellement passer ou pas, ou c'est moi qui le fais, ou ouais, j'avais 2-3 slides. Je sais pas trop comment ça. Ah oui, c'est vrai. Merci. Voilà. Waouh, le truc est super compliqué là. Voilà. C'est vrai. Bah là, alors là, franchement, voilà. Je voulais vous montrer Ça, c'est l'image de notre catalogue des détours. J'adore cette image, cette baleine cerf-volant là. C'est l'inspiration, voilà, qui nous montre l'inspiration. Là, c'est juste pour vous dire, en région de France, voilà les détours. Donc ici, Los Angeles, c'est voilà, comment dire, on est sur la première marche du podium, hein, Los Angeles en termes de visite, mais on a tous ces territoires-là. Voilà, il y a d'autres endroits. Donc ça, c'est vraiment une offre organisée avec un catalogue. On s'est inspiré de l'offre touristique classique. Et ce qu'on porte dans le détour, c'est l'approche transversale et optimise des transitions. C'est vraiment on veut être exigeant en fait dans ce qu'on montre dans les détours. C'est vraiment des endroits où on change le monde, où on change la vie des gens, où on transforme le modèle. C'est pas les endroits où on a le réseau de chaleur, machin, etc. Ça, c'est pas possible. C'est l'approche globale, systémique. Et c'est là où on voit que on passe la parole aux salariés dans les organisations et aux habitants. Voilà, c'est vraiment ça. Si c'est pour des visites voilà, de ce qu'on a mené partout, c'est pas jouable. C'est pour ça qu'on en a peu. Moi, je suis tensé par ma gouvernance pour en faire plus. Par exemple, là, on voit en Picardie, il y en a moins. Moi, je ne vais pas partout, dans tous les endroits où il y a des approches monothématiques, où la question de la conduite du changement n'est pas traitée, etc., etc. Mais il y a des beaux projets hein, dans différents endroits, hein, de fait. La diapo suivante, ça c'est des photos pour vous montrer un peu voilà, comment ça se passe, la diversité. Voilà, au niveau des chiffres, là je m'en mêlais aussi. Voilà, on a plus de 500 visites là depuis 2014, quasiment 9000 visiteurs. 9000 visiteurs. 50% de la région de France, nous certes c'est ce qui nous intéresse. Changer, voilà, inspirer les gens de notre région. 40% sur la France, 10% sur le reste. En même temps, c'est pas inintéressant de faire du marketing territorial. C'est bien de se dire que les voyages apprenants, c'est au-delà du marketing territorial. Encore faut-il en faire du marketing territorial. Et il faut en faire, parce que moi, quand j'entends du marketing territorial qui vient de Mouans-Sartoux, de Bio-Vallée, etc., moi, ça me fait du bien. Et en fait, c'est un devoir pour l'ensemble des porteurs de projets de transition de faire ce travail-là. Quand j'entends qu'à Totnes, en Angleterre, les habitants ont refusé l'implantation d'un Starbucks café et que derrière, on a développé les incroyables comestibles, moi, ça me fait du bien. Ça me montre qu'il y a une autre voie possible. Voilà, donc ça veut dire que le marketing territorial, il ne faut pas le dédaigner. Et par contre, il ne faut pas juste faire ça. Il faut aller au-delà.
Les visiteurs, là chez nous, c'est voilà, c'est ça, hein, c'est beaucoup d'enseignement supérieur, et donc ça, on y va à fond là-dessus. Les collectivités, institutions, et puis des groupes mixtes, citoyens, entreprises, etc. Ça, c'est le l'essaimage en France, sur lequel on est insuffisant. On n'a pas plus de moyens que ça, et donc moi je compte là sur voilà, ce qui se passe là aujourd'hui pour qu'on puisse aller plus loin. Le DD Tour en Normandie, qui est porté par l'Agence normande de biodiversité et de développement durable. On a fait d'autres petits dans le centre et puis dans le sud, mais ils ont un peu déformé le concept. Ils sont partis sur Biodiv Tour. L'approche, c'est pas inintéressant, mais c'est pas ce qu'on porte. Voilà, et donc là on voit qu'il y a du potentiel. Là, j'aurais pu prendre le temps d'essayer de faire une carte un peu fictive qui montrerait d'autres lieux, et effectivement, si on avait un catalogue global avec tous les sites qu'on connaît, porteurs de transition, qui se renvoient des visiteurs, qui s'encouragent, voilà, qui se reconnaissent et qui confortent des identités préférées de gens qui sont dans les transitions, ça serait vraiment super chouette. Voilà, c'est les petites diapos que j'avais envie de vous montrer. Mais je ne me souviens plus de ta question au démarrage. Concrètement, il y a quand même aussi, donc ça c'est vraiment ce qui existe aujourd'hui, mais il y a beaucoup de défis à relever en termes de ressources, parce que comme vous l'expliquiez par exemple, ça veut dire qu'on demande toujours aux copains d'accueillir. Comment est-ce qu'on fait pour valoriser le temps de tous ces partenaires qui sont systématiquement ceux qui accueillent, qui monter une offre qui soit justement sur plusieurs partenaires ou même sur plusieurs territoires, ça demande énormément de travail. Donc, quels sont les défis autour de ça? Ça demande beaucoup de travail parce que en fait, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des modalités entre guillemets un peu industrialisées pour nous faire gagner du temps. Et de ça, on s'inspire des acteurs du tourisme, en fait, très concrètement. Mais en fait, au bout du bout, l'usage fait que c'est du sur-mesure à chaque fois. La taille des groupes, les demandes, les contraintes horaires, etc. Donc il y a plein de choses. Il y a un défi qui est important, c'est de réussir à maintenir l'organisation de l'hôte des visites. Les gens qui accueillent, qui au début sont tout feu tout flamme, ont envie, etc. Puis au fil du temps, potentiellement, ça c'est difficile en fait. Et aussi parce qu'il y a des gens qui partent. On a des détours qui étaient très forts, très puissants, intéressants. Puis il y a juste une personne qui est partie et en fait qui faisait le récit, quoi. Et qui portait beaucoup de choses et qui était leader en fait. Et cette personne part et les choses tombent. Voilà. Il y a un mécanisme qui est vachement important, c'est que en fait les hôtes des visites dégagent du temps. Il faut savoir le rendre pour maintenir l'implication. Par exemple, on a le 8 septembre, on a une visite à Los Angeles. C'est un groupe de femmes qui sont coachs professionnels, formées à l'approche narrative. C'est des personnes qui ont envie de découvrir un peu plus la question des transitions. Voilà, ils sont un petit peu éloignés. Et donc, on va faire une visite le matin. On va dérouler voilà, ce qu'on fait habituellement. Et l'après-midi, on a concocté un truc. Une animation vraiment aux petits oignons, vraiment très précise, avec les quelques élus de Los Angeles qui pourront être dispo à ce moment-là et quelques techniciens de la collectivité, pour vraiment renvoyer le regard en fait, qu'elles ont. En quoi ça les a transformés, et par des conversations avec vous, de voir ce qui vous a touché vous et comment vous vous transformez par rapport à ça. Et donc voilà, de vous faire ce renvoi-là. Et donc le principe du voyage apprenant, c'est ça aussi, c'est cette espèce d'échange en fait. Avec au bout du bout un truc là qu'on est en train d'inventer qui est une sorte de documentation poétique que vous recevrez par une carte postale par la suite. Voilà. Et donc l'idée c'est de nourrir en fait les liens, le regard, de faire progresser, pas simplement d'être dans un mode de consommation, je viens, je visite. Ben non, je viens et là on va mettre à disposition une dizaine de personnes, coach, voilà, pour échanger avec vous et que vous puissiez vous apprendre des choses finalement de cette visite-là. Ça, c'est un mécanisme qui n'est pas simple, mais qui est extrêmement important pour conserver ce qui est un peu ténu, c'est-à-dire la disponibilité des hôtes. Et c'est très compliqué. Là, sur Los Angeles, on a une régie pour faire le guidage. On est appuyé de l'Office de tourisme de Lens, qui est vraiment un super office de tourisme. Là, c'est le seul qu'on ait trouvé qui nous suive sur ce truc-là, parce qu'en fait, en matière de tourisme, c'est une niche touristique. Mais ça s'apparente à une forme de tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires, ça produit de la richesse.
Et donc s'organiser derrière d'un point de vue touristique autour de ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Maintenir le fil pédagogique d'une visite. Moi, je retiens ce que nous disait notre ami de la Fondation pour le progrès de l'homme. C'est pas parce qu'on a fait qu'on sait, en fait. Et donc d'amener les gens à produire du fil pédagogique, de savoir raconter une histoire, ça, c'est quand même pas simple. C'est quand même pas simple. Et quand on est organisateur de ces voyages apprenants, c'est un souci permanent, ce truc-là. Vraiment, et de faire du retour sur la manière dont ça a été raconté, ça a été présenté, etc. etc. Ça, c'est un défi, ça, c'est un second défi. Le troisième défi, c'est la multiplicité des compétences. Honnêtement, c'est pas rien, parce qu'il faut maîtriser le fond. Nous, on travaille sur la question de l'approche systémique, etc. Il faut maîtriser ces éléments-là. Mais c'est aussi organisationnel. Enfin bon, c'est vraiment des tas de choses. La question du sur-mesure qui est quand même pas évidente à traiter. La question de savoir organiser des temps réflexifs durant les visites, j'en ai parlé. Et puis un élément qui est pas rien, qui est le modèle économique de ça, en fait. Et donc moi je crois assez en ce trio qui mixe un peu le don finalement, voilà, le mécanisme que j'ai expliqué, il y a une part de don, la subvention publique, voilà, pour permettre que ces voyages existent, parce que ça porte des choses puissantes et extrêmement utiles. Et puis la partie qui est liée au marché, quoi, et que du coup on paye pour ces visites, et ça doit fonctionner, quoi. Et derrière, il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire que des visites, ça doit pouvoir générer des nuitées. Et donc des repas, des petits déjeuners. Je rappelle que la pierre angulaire de l'économie touristique, ce sont les nuitées. Et les repas, les petits déjeuners, c'est ça qu'il faut réussir à faire générer. Donc voilà, du coup, essayer d'aller vers des voyages qui aillent au-delà d'une demi-journée. En fait, l'idéal, c'est de faire passer une nuit. Voilà. Et du coup, ça fait un double effet. Retomber sur l'économie et retomber sur la transformation, comme je disais, des individus. Voilà, donc, il y a aussi un élément par rapport au sur-mesure, c'est que nous, on a finalement identifié 3 grands types de publics. Le grand public, et ça, c'est l'Office de tourisme qui peut s'occuper de ça. Et on forme les guides touristiques aux transitions, etc. D'ailleurs, les guides, eux, nous forment sur comment on fait du guidage. C'est extrêmement intéressant. Deuxième grand public, c'est les professionnels au sens large, y compris les étudiants. Et puis le troisième, c'est ceux qu'on considère être des VIP. Tout le monde est VIP, mais certains se considèrent comme VIP. Et donc il faut avoir une attention particulière. Et donc ça génère du sur-mesure à chaque fois. Alors ça c'est intéressant parce que c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé, plutôt que dans le voyage apprenant, le public ça aurait été, on a d'un côté ou bien les DGS ou bien les élus, parce que du coup ça veut dire que les détours c'est vraiment pas spécifiquement par rapport aux collectivités. Et peut-être on peut revenir un peu là-dessus sur le côté collectivité, enfin l'échange que vous avez pu avoir ou que vous aimeriez avoir. Les voyages normalement c'est aussi pour faire rêver. Ça, c'est un petit peu la base du voyage. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire rêver dans le bassin minier? Est-ce que c'est quelque chose, justement, est-ce que ça sert aussi à ça, d'imaginer une offre de voyage apprenant, de pouvoir redéfinir l'image du territoire? Je vous pose la question, Catherine, pardon. Oui, mais on a des tas d'endroits. On peut rêver, c'est très facile. Même il y a des côtés initiatiques. Alors Jean-François raconte toujours comment les gens changent à fur et à mesure qu'ils suent, lorsqu'ils montent les puissants surtout. Il adore faire grimper les puissants à flanc de Terry du 11-19 et il voit déjà la transformation physique. Donc là, c'est la chose incarnée, mais il y a le rêve, c'est vous pousser des portes. Et l'effet, alors oui, ça fait très tourisme, mais moi je le dis moi-même, des fois c'est enfin, quand on tombe sur des machines, un jour, le jour où vous pourrez monter dans la tour, donc au 11-19, enfin, pour avoir eu ce privilège, on a même fait descendre des gens en rappel de cette tour lors de nos événements. Évidemment que les paysages sont des claques, nos sites sont insolites, la reconversion des sites est extraordinaire, le récit l'accompagne aussi, parce que c'est vrai quand on va Parc des Îles à Drocourt,
L'Aquaterra, donc de l'agglo Hénin-Carvin, c'est vraiment montrer que c'était une coquerie de 60 hectares. Les gens vont dans un parc des îles où il y a des oiseaux, des arbres, etc. Ils se rendent pas compte. Et c'est quand même l'effet réflexif, il est immédiatement là. Donc les spectacles, l'événement, ça montre aussi l'importance de nos acteurs du tourisme qui disent oui, il faut vraiment, pour qu'une expérience soit complète, ce sont des rencontres, ce sont des lieux qu'on ouvre, qui sont des fois exceptionnels. C'est aussi, moi je pense, moi personnellement, c'est que même l'offre à nous, qui doit être la nôtre, notre originalité, ça va jusqu'au choix, quand on fait dormir les gens, quand c'est vraiment dans une cité minière, dans un gîte, dans un restaurant tout à fait où on est bien accueilli. Enfin, j'en ai plein d'exemples où on pioche aussi pour essayer de peupler ça. Et là, ça crée des moments littéralement exceptionnels. Donc oui, le rêve est là. Ou assister à un match, c'est pas parce que le président de maire de Lens est là, mais assister à un beau match, aller après dans la ville à Lens, c'est une expérience. Enfin, je crois que chacun l'a vécu. Moi, je suis pas très foot, mais j'ai quand même vécu cette ambiance incroyable. Donc oui, ça doit vraiment, le rêve, il est là, mais c'est aussi le rêve de dire, bon sang, se projeter dans un ailleurs, montrer des possibles, montrer la mobilisation, comment on a fait, enfin voilà. Donc passer du rêve je crois qu'il y a quand même un temps important aussi dans les voyages apprenants, et Emmanuel en a parlé, et des fois on n'a pas le temps justement d'avoir ça, et c'est peut-être la différence avec un voyage apprenant d'une visite lambda. C'est le temps collectif où on fait un exposé, c'est des fois descendant, mais d'avoir 2 heures où les gens présentent leur expérience et qu'on commence à réfléchir en disant qu'il faut qu'on se revoie. Parce qu'une des choses les plus difficiles que moi j'ai expérimentées dans tous les projets européens où je suis allée, c'est ce qu'on appelle la transférabilité. On écoute une bonne pratique, les bonnes pratiques, heureusement que c'est pas les bons. On montre aussi en transparence nos échecs, nos expériences. Ça humanise. Les gens, ils se disent pas, tiens, ils sont tout beaux, etc., etc. Ça humanise aussi de montrer qu'on a galéré, qu'on n'a pas réussi tout, et qu'on est en marche. Une marche, c'est déjà une marche vers toi. Donc là, on a fait un voyage apprenant de 5 jours. On est sorti épuisé par rapport à une délégation de Polonais de Grand Est de la Pologne. Ils ont été contents parce on leur a demandé de nous faire des recommandations sur ce qu'ils voyaient. Donc on a eu une page. C'était beaucoup des gens d'économie sociale et solidaire qui étaient venus, donc ils trouvaient que notre voyage, il n'avait pas été top là-dessus. Donc ils nous l'ont dit, on s'est dit tiens, il faut qu'on soit un peu meilleur. Donc voilà, mais c'est temps un peu réflexif de réfléchir dans le temps ce que ça peut être la transférabilité. À l'étoile, on n'y va pas comme ça. Si on se dit qu'on est une étoile déjà, c'est déjà très prétentieux. Mais faut vraiment le travailler, ça, essayer de travailler dans le temps. Souvent, on a ça, c'est qu'on a des gens, on fraternise même. Et puis parfois, il y a beaucoup de pertes en ligne parce qu'on ne se revoit plus, il y a les mails, il y a vraiment les plus intéressés qui restent, il y a quand même une perte un peu en ligne dans le temps. Et dernière chose, je pense que dans des modalités assez originales, d'inclure des professionnels ou des élus ou des gens qui viennent vivre quelque chose. On a la chance d'avoir, je crois que vous avez fait connaissance avec elle ce matin, on a une chaire partenariale d'architecture acclimater les territoires post-miniers là, qui essaime un peu partout dans toutes les villes du bassin minier. Ils font vraiment des ateliers concrets avec les habitants, avec les jeunes architectes. Et on a même maintenant un réseau post-mining qui se réunit début septembre. On va vraiment faire venir des gens. Donc quelque part, c'est une forme aussi de voyage apprenant qu'on va développer. Donc je crois que ça, c'est... Et oui, rêver, bien sûr. Ouais, ça, c'est effectivement, mais prendre le temps, je pense que ça, c'est vraiment une des clés. Mais peut-être que du coup, on peut finir ce temps de table ronde avant d'avoir 2 ou 3 autres témoignages pour clôturer ensuite, en ayant le retour peut-être de Laurent, mais aussi de Geoffrey sur de quoi vous auriez besoin. C'est quoi les prochains... c'est quoi votre rêve du prochain voyage apprenant ? Le temps que tu trouves un micro, moi, je trouve ça très intéressant parce que tous les labels mettent en évidence ce qu'on a réussi, mais qu'est-ce qu'on a échoué avant ? Qu'est-ce qu'on s'est pris des portes fermées et on s'y est mal pris plein de fois. On n'a pas le temps sur un format de 2 heures, 2 heures et demie, de montrer ça, et pourtant c'est essentiel de redescendre. C'est important,
que le maire soit là, que potentiellement le DGS ou la directrice des services techniques soit présent pour accueillir ces gens qui sont partis tôt le matin, potentiellement, qui arrivent tard le soir. Donc c'est un vrai voyage quand ils viennent d'assez loin. Donc c'est une marque de considération et de reconnaissance que de prendre ce temps-là, de le donner, parce que c'est effectivement de l'ordre du don. Mais c'est aussi à un moment l'occasion de redescendre et d'humaniser, parce que sinon ils repartent avec un effet contre-productif. C'est ouais mais c'est malhonnête. Il y a le maire, il y a le DG, la DIRCOM, le DST. Regarde, il y a même un bourdon qui est venu pendant qu'il parlait de biodiversité, qui s'est mis sur sa chemise. En fait, c'est Truman Show 2. C'est un monde parfait. Et non, c'est pas un monde parfait de bisounours. Et ça, il faut absolument qu'on soit attentif à ça. Sinon, ils repartent avec l'idée qu'ils ne pourront rien faire, alors qu'on est là pour développer leur puissance et leur capacité à agir. Et leur rêve viendra de là, d'abord. Parce que nous, on a commencé effectivement par rêver. Il faut rendre le rêve accessible et en montrant ce qui est possible de faire. Et effectivement, il y a peut-être... on n'a pas été formé non plus. Hein. En l'occurrence, quand on a commencé les premiers détours, on a pris ça avec un PowerPoint bricolé. On s'est donné les moyens de faire quelque chose d'à peu près propre, même qui donne envie. Mais il faut se relancer. Quand on les prend juste après le déjeuner, il faut lutter contre la digestion. Donc il faut trouver un moyen de faire interagir les uns et les autres. Et les questions, c'est ça qui nous fait grandir, nous. Toutes les questions. Parce que à chaque fois, il y a une question nouvelle. Et si on gère les oui mais avant d'aller se balader, c'est bon. Parce que derrière, c'est putain, ça existe. C'est vrai. Donc ça, c'est extrêmement puissant, mais on aurait besoin d'accompagnement. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Moi, juste, il faut que ces voyages-là, au-delà du témoignage, puissent être aussi des outils en fait d'engrenage. C'est-à-dire comment on les aide sur ces temps-là de suite se mettre en mouvement par rapport à leur propre contexte, par rapport à leur propre histoire. Et donc du coup, moi, je rêve d'une approche différente du détour qui a son utilité. Je le dis aussi parce que je trouve que ce qui est produit par les détours est absolument aussi essentiel. Mais là, dans ce rouage-là, et notamment de villes qui vont être amenées quand même à vivre ce qui a été vécu par le bassin minier, ce serait quand même vachement dommage de ne pas pouvoir les outiller. Et je le redis, tout à l'heure je disais la transition, là c'est pas une île déserte. Et ben là, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. On ne peut pas vouloir parler de transition et pas le prendre à l'échelle internationale. Et donc, du coup, l'enjeu, il est là, il est devant nous. On en a les capacités. Moi, je vous ai écouté, je me délectais parce que ça me faisait penser un peu. On a exactement eu les mêmes réflexions quand on a opérationnalisé le détour. Ah ouais, mais comment on fait ça? Ouais, mais... Et ça, c'est des remarques très souvent que j'ai, moi, personnellement. En tant qu'ancien DGS, on cherche tous les problèmes. Ah ouais, mais comment on va faire? Modèle économique, machin, truc, etc. Et je trouve que quand on commence à dire ça, c'est qu'on a les éléments pour pouvoir trouver une solution. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de dire, je suis déjà un peu sorti du rêve. Je suis plutôt dans comment on outille ça et comment on le rend opérationnel et comment on se teste. Et d'ailleurs, la visite avec les Polonais, pour moi, avait valeur de test. D'ailleurs, il y a des retours d'expérience, il y a des choses qui n'ont pas été, on se rend compte que c'est compliqué, 5 jours c'est autre chose. Bon, et ben voilà, c'est une première expérience qui va nous permettre du coup de pouvoir avoir une vision de comment on outille ces voyages apprenants à terme. Déjà dans l'étape d'après, c'est super. Et donc j'aimerais avoir invité à se joindre à nous, plus ou moins là où il y a qu'un siège pour 2 personnes, donc il faudra se battre. Mais Benjamin Marias, qui est le maire adjoint au maire d'Annecy, et Florence Border, qui est directrice au CEREMA, pour pouvoir... pas directrice du CEREMA, hein, mais... Oui, voilà, qui vont pouvoir justement nous donner un petit peu l'idée de ce que pour vous, qu'est-ce qui serait important comme voyage apprenant, qu'est-ce que vous pourriez, comment vous le positionnerez, d'où vous êtes, parce que justement c'est très différent, que ce soit donc être élu dans une ville ou responsable justement d'une partie de la formation et du développement de l'offre de formation pour les acteurs locaux. Quel type de voyage apprenant serait utile à ce stade?
Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que j'en retire là? Et en fait, surtout une grande envie de transformer ce qui est notre chance. En tout cas, si je parle de là où je vis, Annecy, c'est quand vous pensez à Annecy, vous pensez peut-être à la carte postale. En tout cas, c'est donc cette dimension touristique très très forte et très présente et qui même aujourd'hui est devenue jusqu'à définir un tourisme de masse. Et quand on parle de nuitées, on est entre 3 et 5 millions de nuitées pour un bassin de vie de 200 000 personnes. Donc voilà, c'est pour donner les rapports d'échelle et du coup, quand j'entends ça, en fait, je me dis, mais cette question du voyage qui est le voyage et le tour. D'ailleurs, le tourisme, j'ai regardé la définition, c'est l'influence de Patrick Vivray peut-être. Regardez l'étymologie de tourisme, c'est le voyage circulaire. C'est faire un tour, faire un grand tour. Et cette question du grand tour, eh bien, c'est cette question de comment on arrive sur un territoire qui a fait du tourisme une valeur forte de son développement, comment on en fait un point d'appui pour transformer cet imaginaire d'un territoire où tout va bien. Et qu'on arrive à transformer ce territoire vers les initiatives de transition qui aujourd'hui existent mais qui ne sont pas visibles. Et comment on rend visible l'invisible. C'était toute la journée d'hier sur l'os et qui m'a marqué. En fait, c'est d'arriver à comprendre ce qui se joue à certains endroits, à certains moments. Et ça, en fait, c'est possible que si on est accompagné, si on est transporté par un guide ou plusieurs guides, et qui vient du coup chercher aussi une autre dimension qui est la question des habitants, des hôtes, où je trouve ça hyper riche, et que cette question de la démocratie permanente qui pourrait aussi s'exprimer par le voyage apprenant, où on pourrait imaginer très bien du coup faire monter en puissance, et c'est déjà le cas en fait là sur le territoire, mais ça moi je l'avais pas du tout imaginé avant d'arriver ici, cette question de, ben oui, les habitants en fait sont les ambassadeurs de leur territoire et eux-mêmes rentrent dans une dynamique d'apprentissage permanent en partageant leur fierté d'appartenir à un territoire. Donc voilà ce que moi je ressens et ce que j'ai du coup très envie là pour Annecy, c'est de revenir dans ma ville et de le partager avec mes collègues, de le partager mes collègues élus, mais partager aussi avec les associations qui œuvrent déjà sur ce sujet du voyage avec un autre regard, ou en tout cas oser déplacer ce regard. Merci. Florence, du coup, depuis le CEREMA, qu'est-ce que ça peut enclencher? Oui, donc au CEREMA, on accompagne pas mal de territoires sur leur démarche de transition. Et effectivement, dans tous nos accompagnements, ce qu'on constate, c'est que face au changement de modèle dont parlait Jean-François Caron ce matin, dans lequel on est dans le brouillard, dans lequel on est dans un territoire qui a changé, où l'eau n'est plus la même, l'air qu'on respire n'est plus le même, le sol sur lequel on se déplace n'est plus le même, la température n'est plus la même, etc., etc. Comment on regarde ça d'une nouvelle manière? Il y a peut-être besoin de se déplacer, effectivement, et en tout cas, il y a besoin d'une créativité énorme, d'invention énorme, d'innovation. On peut utiliser différents mots. Et en fait, ce que je voulais reposer au départ, c'est que cette innovation, cette invention, elle ne se fait que dans les territoires, dans le terrain. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je constate avec mes collègues qui sont dans les directions, dans les territoires, c'est qu'on invente des choses que dans la co-construction avec eux sur le terrain face à un problème, une démarche, un contexte, etc. Et donc l'innovation, le point de départ, c'est ça, cette inventivité. Alors après, ce qu'on a inventé à un endroit peut servir à un autre. Et ce qu'on a inventé en co-construction avec le PETR Cœur de Lorraine, une petite grille pour prioriser leurs centaines d'actions qui arrivaient pour un contrat de transition qui pouvait en réaliser qu'une trentaine, une quarantaine, eh ben, il se trouve que la communauté de communes Bretagne-Porte de Loire se dit mais moi j'ai le même problème, est-ce que vous pourriez m'aider? Et qu'on se dit ah bah tiens oui on l'a fait à l'autre bout de la France, donc oui, ah mais eux nous on va l'utiliser différemment, puis on va changer les critères et puis on va le faire entre élus avec un petit document enfin bref,
on l'outille à sa sauce, on l'adapte, il y a beaucoup de prototypes en la matière. Mais en tout cas, on part du terrain. Alors, ce qu'amène en plus la notion de voyage en prenant, bien sûr, c'est le vécu. Je crois qu'on l'a partagé un tout petit peu hier et aujourd'hui. Et ce vécu, ça veut dire qu'il est incarné par des hommes et des femmes. Il est porteur d'histoire, il est fait avec le temps, et c'est la force du témoignage, et on fait beaucoup de témoigner des collectivités et des territoires sur leur démarche, parce que quand il y a plusieurs territoires qui se rencontrent, c'est aussi en aparté, oui mais toi t'as fait comment à tel moment, mais là moi je suis confrontée à ça, comment tu fais avec tel partenaire, avec tel élu, tel technicien pour y arriver, parce que frein, obstacle, on a parlé de murs ou de portes fermées, et ça c'est des tas de facteurs de déblocage de situation. Et puis le troisième étage de la fusée, quelque part, c'est la valeur de tout ça. C'est-à-dire que moi, le sentiment que j'ai, c'est que sur une démarche comme celle de Los Angeles, top en tout, comme ça a été dit, quelque part, ils sont assis sur un trésor, sur une richesse telle qui a été portée par toutes ces années de démarche, et ils ont la générosité de nous partager ce trésor, ces pépites, ces choses extrêmement précieuses, qui sont aussi porteuses de fierté, et c'est cette fierté aussi qui est vecteur de désir. On a envie d'en être, on a envie d'être aussi fier qu'eux, et je pense que ça peut être vraiment très moteur pour d'autres territoires. Alors, cette notion de voyage apprenant, c'est quelque chose aussi qu'on fait un tout petit peu, parce que dans certains accompagnements sur la résilience, sur le biomimétisme, etc., on a fait des choses à un endroit, et on se rend compte que d'autres territoires ont intérêt à se parler. Donc, on emmène des petites délégations aussi d'un territoire à un autre, et ça se parle, et il y a un bénéfice effectivement commun, autant pour celui qui vient visiter que pour celui qui est visité et qui voit une prise de recul, des questions qui l'interrogent, etc. Donc on en voit vraiment tout l'intérêt, et probablement ce que disait Geoffrey Maton tout à l'heure, je trouve très intéressant le fait que le voyage est aussi un outil d'engrenage vers autre chose, et un accompagnement qui, à un moment donné, prend cette forme de voyage, et qui est déclencheur et qui se poursuit par d'autres choses. Tout à fait, merci. Je crois que c'est un petit peu ce qui s'est dit de plus là, c'est que ça peut être un début, ça peut être un moment dans un chemin, mais c'est extrêmement important qu'il ne soit pas seulement justement un point seul, parce qu'on peut perdre justement le fil, on perd la continuité, les contacts, et puis le fait que l'effet transformateur se perd si justement il n'y a pas quelque chose avant et quelque chose après. Je vais demander du coup maintenant, pour clôturer cette session, à Jean-François. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On va peut-être d'abord demander au public s'il y a des questions, comme on l'a fait sur les autres séquences. On va profiter de tous les intervenants qui sont super. Je à pensais tes que côtés, c'était justement... Je vais t'aider à faire circuler le micro s'il y a besoin. Des envies de réaction, de questionner, de précision par rapport à tout ce qui a été partagé par nos différents intervenants sur cette séquence. Là-bas, oui. Allez, hop. Bonjour à toutes et à tous. Je me questionnais sur les voyages apprenants qui ont pu être faits avec d'autres communes. On a eu quelques exemples de coopération entre communes voisines, entre Los et comment s'appelle Vimy, pardon, excusez-moi. On voit qu'il y a des échanges qui se font sur les méthodologies. Est-ce qu'il y a une sorte de réseau à l'échelle de l'agglomération pour échanger entre élus, entre pairs, entre chargés de mission, entre ingénieurs, je ne sais pas. Est-ce que vous essayez de mettre en place des conditions qui facilitent justement cet essaimage déjà sur l'agglomération? Merci.
on est deux à peut-être à pouvoir répondre à la question sur l'essaimage. Alors juste, je vais répondre peut-être sur la question du partenariat avec Vimy, parce que je trouve que c'est un bon exemple. C'est une sorte de voyage apprenant d'ailleurs. Parce que le partenariat qu'on a eu avec Vimy, je ne sais pas si Julien est encore là, il est là en haut, c'est justement une manière de montrer comment on travaille le récit. Et donc l'idée c'était d'avoir une création collective, donc une création collective sur la transition alimentaire et donc le rapport entre l'urbain, l'agriculteur, etc. Et ce qu'on a pu voir, c'est deux populations, donc des amateurs, hein, il y avait des amateurs, des professionnels, mais beaucoup d'amateurs. Et la rencontre s'est faite et donc du coup ils ont vu la manière de travailler, notamment et l'approche du binôme élu technicien dans la manière de faire, de produire cet espace-là. Et ça a beaucoup questionné. Moi, ça m'a permis de faire la connaissance aussi du maire de Vimy, que je connaissais peu. On a pu passer du temps ensemble. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les approches, il y a des volontés communes, et notamment de porter un projet ambitieux sur les transitions. Mais du coup, il y avait des espaces d'échange et de production qui étaient vraiment intéressants. Et ça a pu se faire aussi de manière un peu plus importante, parce qu'on a passé des heures et des heures durant l'année à préparer cette création culturelle. Et ensuite, on a passé quasiment des semaines du matin au soir. Moi, je suis rentré 2-3 fois, enfin plus que ça, même 6 fois. Je suis rentré à 3 heures du matin. Et donc, du coup, ça permet vraiment d'avoir des échanges. Et là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas juste le partage. C'est on rentre dans, on va faire ensemble. Et du coup, il y a l'exercice des choses qui est faite. Et du coup, on voit bien que du coup, ça change des postures chez les techniciens de Vimy, chez les élus. Et ça a été la même chose. On reparle de cet effet miroir pour l'équipe de l'OS. Donc, il n'y a pas forcément de réseau, en tout cas pas à ma connaissance, même si on a, je profite pour saluer Sylvain Robert, notre président d'Aglo, et puis Katia Pourceau-Poli, Poli à Pourceau, pardon, à chaque fois, moi je donne l'inverse, notre sénatrice du Pas-de-Calais qui est arrivée également. Bien sûr qu'il y a des relations aussi et qu'on peut se solliciter directement, et on n'a pas forcément besoin de passer par différents espaces pour pouvoir échanger. Mais l'exemple de Vimy, je trouve qu'effectivement, en lien avec ce qu'on peut imaginer sur des voyages apprenants, mais là on est vraiment dans l'exercice de la création d'un événement ou en tout cas d'une dynamique. Tu veux ajouter un mot ? Oui, et après, il y a pas mal de communautés de travail en fait, qui existent, qui sont à l'échelle régionale. Beaucoup de choses se passent à Los Angeles, parce que nous, CERD, on est situé à Los Angeles. Mais par exemple, je prends la question des projets alimentaires, par exemple, qui est un sujet assez faramineux. Il y a pas mal de lieux de travail spécifiques élus. On est en train de monter un club élu sur la question alimentaire pour monter en dimension politique sur ce sujet et réussir à travailler aux bonnes échelles, parce qu'on constate que tout le monde veut sa légumerie dans son territoire, etc., etc. Il y a des groupes spécifiques pour les animateurs et animatrices des projets alimentaires territoriaux. C'est un métier très difficile pour des tas de raisons. Et donc vraiment des lieux où ensemble on se coach, on fait du co-développement, on fait de l'apport de ressources, on se rassure et on repart gonflé. Et puis d'autres communautés de travail plus décloisonnées avec des startups, etc., etc. Donc en fait, avec plein d'organismes dans le fond, voilà, il y a beaucoup de communautés de travail comme ça qui permettent les échanges, le dialogue entre pairs, etc. Et dans le fond, c'est certainement ça le plus précieux, parce que finalement, changer le monde, c'est difficile. Il y a des sujets qui sont complexes, ne serait-ce que la sobriété, par exemple. C'est extrêmement complexe à mener, donc il faut vraiment être à plusieurs ensemble. Et puis aussi parce qu'on est traversé par de la fatigue, du burn-out, etc. Or, tout ce qu'on fait est extrêmement précieux. Et donc, voilà, le fait d'être ensemble, de travailler ensemble, voilà, c'est extrêmement important. Et donc, de ciseler, comme je disais tout à l'heure, les modalités de travail. Dans le fond, le voyage apprenant, c'est une modalité de travail. Il y en a plein d'autres. Et je crois qu'il faut diversifier les formes de travail, voilà, en mettant les gens autour de la table pour se coacher, quoi, tout simplement. Et puis, on peut peut-être parler du chantier voyage apprenant qui démarre au sein de la Fabrique des Transitions aussi, pour structurer toute cette réflexion-là, où tous les territoires et agents de transformation sont invités à participer. Exactement, et puis on voit qu'il y a un potentiel absolument monstrueux là, de réussir à communiquer et à mettre en scène une offre à grande échelle, en disant voilà où s'invente le monde nouveau, voilà où on change la vie des gens.
Et donc venez visiter ça. Et d'ailleurs, d'aller d'une région à l'autre, ça permet de comprendre des tas de choses. On a fait un voyage en Normandie. De là, on a vu clairement, très concrètement, un élément de l'approche systémique, par exemple. En Normandie, on lutte contre l'érosion des falaises. Ce faisant, il y a moins de production de galets à ces endroits-là. Et en fait, il existe la migration des galets qui va vers le nord. Et les galets s'accumulent sur certaines plages, notamment Cailleux-sur-Mer en Haute-France. À Cailleux, ces plages de galets luttent contre les submersions marines. Et en fait, cette limitation de côté Normandie empêche ça. Et résultat des courses, on a des camions toutes les semaines qui prennent les galets qui sont au nord de la plage pour les remettre au sud, et donc gaz à effet de serre, et donc on tourne en rond, etc. Et donc là, ces visites-là, entre deux régions, incarnent complètement une approche, par exemple l'approche systémique, un des effets de l'approche systémique. Merci, un grand merci pour cette question qui appelait une réponse très complète à plusieurs voix. De fait, on ne va pas en prendre une deuxième pour rester dans le timing qu'on s'est donné. Je remercie tous les intervenants qui ont participé ou témoigné à cette table ronde. Je vous invite à rejoindre la salle, à l'exception de Geoffrey.